Bonjour, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'exercice de baccalauréat de spécialité mathématiques pour les terminales de Métropole, juin 2021. Alors c'est celui du 7 juin 2021, puisque vous savez qu'avec le jeu des spécialités, eh bien, il y a deux épreuves de mathématiques, les candidats ne pouvant pas tous passer l'épreuve le même jour. Donc c'est l'exercice du 7 juin 2021 qui concerne ici les logarithmes népériens. On y va. Alors, on nous dit, partie 1, on désigne par h la fonction définie sur l'intervalle 0 plus l'infini ouvert en 0 par h de x égale 1 plus ln de x sur x au carré. On admet que la fonction h est dérivable sur 0 plus l'infini ouvert en 0, et on note h', sa fonction dérivée. Première question, c'est déterminer les limites de h en 0 et en plus l'infini. Donc, je commence par recopier la définition de h. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini ouvert en 0, h de x est égal à 1 plus ln de x sur x au carré, et je vais chercher la limite en 0. Alors tout d'abord, quand on parle de limite en 0 dans cet exercice, c'est sous-entendu quand x tend vers 0 avec des valeurs strictement positives. Puisqu'en fait, vous voyez ici, les x considérés dans l'exercice sont simplement les x strictement positifs. Donc la limite en 0, c'est quand x tend vers 0 avec des x strictement plus grands que 0. Ensuite, lorsque je souhaite calculer une limite, je commence par observer ici l'expression pour voir si tout va bien se passer ou si je vais avoir des formes indéterminées. Déjà, j'observe une somme. Donc, si j'arrive à trouver la limite du premier terme et la limite du deuxième et que ça ne forme pas une forme indéterminée, je saurai du coup trouver la limite de h de x. Alors, la limite de 1, quand x tend vers 0, c'est 1, puisque ici, ça ne dépend pas de x. Donc, x, il peut faire ce qu'il veut. 1, c'est 1. Donc, très bien. Ici, ça tend vers 1. Et donc, après, si on s'intéresse à ln de x sur x au carré. Alors, ln de x sur x au carré, eh bien, si x tend vers 0, vous devez savoir, c'est dans votre cours, que ln de x tend vers moins l'infini. Si vous ne vous en souvenez pas, je vous rappelle la courbe représentative du logarithme népérien. Ou plutôt, je vous fais simplement une ébauche de cette courbe. C'est cette courbe-là. Fonction strictement croissante. Ici, elle coupe l'axe des abscisses au point de coordonnées 1, 0. Et donc, vous voyez ici, quand x tend vers 0 par des valeurs positives, les images, elles, partent vers moins l'infini. Donc, la limite de ln de x quand x tend vers 0 avec des valeurs strictement positives, eh bien, c'est moins l'infini. Alors, quand vous êtes dans ce cas-là, ici, vu que le résultat de la limite vous semble pas forcément évident, moi, ce que je vous conseille, c'est d'écrire ça un petit peu différemment. Alors voilà, si vous écrivez ça comme cela, vous vous retrouvez finalement avec la limite de ln de x qui va être moins l'infini, et la limite ici de cette fraction qui dit que comme x au carré tend vers 0 plus, eh bien 1 sur x au carré va tendre vers plus l'infini. Voilà, quand le dénominateur se rapproche de 0, la fraction explose, ça tend vers l'infini. On regarde les signes, 1 est positif, x au carré tend vers 0 mais avec des valeurs positives. Donc tout est positif, donc ça tendra vers plus l'infini. Alors comment on rédige ça? Alors on peut peut-être commencer par dire que la limite de ln de x quand x tend vers 0 avec des x strictement positifs, ça n'aurait pas de sens avec des x strictement négatifs, on ne pourrait pas les mettre dans un ln, mais bon, il vaut mieux être plus précis que pas assez précis. C'est égal à moins l'infini. De plus, eh bien de plus, la limite de x au carré lorsque x tend vers 0 avec des valeurs strictement positives, c'est 0 qu'on approchera avec des valeurs positives, puisqu'il y a un carré. Et donc de plus, limite de x au carré égale 0 plus. Donc l'inverse, la limite de 1 sur x au carré quand x tend vers 0 avec des valeurs positives, eh bien l'inverse tend vers plus l'infini pour les raisons que j'ai évoquées juste avant. Donc par produit, finalement, vous allez avoir que la limite quand x tend vers 0 avec des valeurs strictement plus grandes que 0 de ln de x fois 1 sur x au carré, c'est égal à moins l'infini. Et donc, si à quelque chose qui tend vers moins l'infini, je rajoute 1, eh bien, cela tend toujours vers moins l'infini. Donc, la limite quand x tend vers 0 avec des valeurs strictement positives de h de x, finalement, c'est
moins l'infini. Voilà pour la limite en 0. On passe tout de suite à la limite en plus l'infini. Alors, pour la limite en plus l'infini, on regarde toujours, c'est une somme. La limite de 1 quand x tend vers plus l'infini, c'est toujours 1. Et donc, il me reste la limite de ln de x sur x au carré quand x tend vers plus l'infini. Ici, on est face à une forme indéterminée, puisque ln de x tend vers plus l'infini en plus l'infini, et x au carré tend vers plus l'infini en plus l'infini. On est sur une forme indéterminée du type l'infini sur l'infini. Dans ce cas-là, quand on a quelque chose de la famille des logarithmes avec une famille des polynômes, eh bien, on pense aux formules de croissance comparée. Et vous avez dans votre cours une formule qui dit que pour tout entier naturel n différent de 0, la limite de ln de x sur x à la puissance n, lorsque x tend vers plus l'infini, eh bien, c'est égal à, le logarithme s'écrase toujours dans sa croissance par rapport à la croissance d'un polynôme, et donc c'est égal à, c'est l'infini du dénominateur, entre guillemets, qui l'emporte, et donc ça va tendre vers 0. Voilà, donc ça, c'est une formule de votre cours. Donc vous pouvez directement l'appliquer avec n qui vaut 2. Donc on l'écrit par croissance comparée, la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x au carré est égale à 0, pas besoin de justifier plus que ça. Et donc la limite de h de x, ça va être égal à 1. Donc limite de 1 plus ln de x sur x au carré égale 1, puisque ln de x sur x au carré tend vers 0. Et donc ça n'est autre que l'expression de h, donc h de x. Donc la limite de h de x quand x tend vers plus l'infini est égale à 1. On passe à la deuxième question. Dans la deuxième question, on me dit montrer que pour tout nombre réel x de 0 plus l'infini, h' de x est égal à 1 moins 2 ln de x sur x au cube. Donc en fait, on me demande juste de dériver et on me donne l'expression de la dérivée à laquelle il faut que j'arrive. Alors, quand je veux dériver une fonction, je commence par réécrire l'expression de la fonction. Ensuite, on m'a dit que la fonction h était dérivable. C'est dit dans l'énoncé, c'est dit ici. La fonction h est dérivable sur 0 plus l'infini. Donc, je ne m'embête pas à essayer de prouver qu'elle est dérivable. Sinon, j'aurais dû dire que c'était un quotient de fonction dérivable avec le dénominateur qui ne s'annulait jamais sur cet intervalle, et qu'après il y avait une somme, que du coup ça restait dérivable, etc. Ici on l'a admis, donc pas besoin d'en parler. Donc je passe directement au calcul de la dérivée. Pour calculer une dérivée, je vous rappelle, on commence par observer l'opération principale ici dans le calcul. Ici l'opération principale, c'est la somme. Donc je vais dériver le premier terme et je vais dériver le deuxième. Lorsque je vais vouloir dériver le deuxième, je vais me heurter à un quotient dans lequel il y a du x au numérateur et du x au dénominateur. Je vais donc devoir utiliser la formule u sur v. Voilà, donc u sur v pour ce terme-là, et là, ce terme-là, c'est 1, donc la dérivée va être égale à 0. Donc peut-être qu'il faudrait que je pose tout de suite qui je vais appeler u et qui je vais appeler v. Donc, on pose pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, u de x égale ln de x et v de x égale x au carré. Dans ce cas-là, vous avez que la dérivée de u a pour expression 1 sur x, puisque la dérivée de ln de x, c'est 1 sur x, et l'expression de la fonction v', la dérivée de v, c'est 2x. À partir de là, on va pouvoir appliquer la formule de dérivation de u sur v pour ce quotient-là. Donc, je peux parler directement de la dérivée de h. Donc, pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, dérivée de h, donc c'est une somme. Donc, je commence par dériver 1. La dérivée de 1, comme pour n'importe quelle constante, c'est 0. Plus, et là, par contre, pour le quotient, je vais utiliser la formule u sur v. Donc, la formule, c'est u' fois v. Donc, u' fois v, ça va faire 1 sur x fois x au carré, moins u fois v', donc, alors je peux l'écrire, hop, non, je vais le faire proprement, donc ln de x fois 2x sur v au carré, donc x au carré mis au carré. Si j'essaie de simplifier un peu cette expression, là j'ai 1 sur x fois x au carré, donc 1 sur x fois x au carré, c'est en fait égal à x au carré divisé par x, et donc au final, c'est égal à x.
Donc j'obtiens x moins 2x ln de x sur x puissance 4, puisque x au carré est égal à x puissance 4. Alors je regarde mon énoncé. Dans mon énoncé, la dérivée qu'on me demande, ce n'est pas tout à fait celle que j'ai trouvée. Moi, j'ai trouvé x moins 2 ln de x sur x puissance 4. Et là, je me rends compte qu'en fait, ce n'est pas x moins 2 ln de x qu'on veut, c'est 1 moins 2 ln de x. Donc, il n'y a plus de x au numérateur. Et j'observe qu'au dénominateur, j'ai x puissance 3, alors que moi, j'ai x puissance 4. Donc, je me dis, il y a certainement une simplification qui s'est opérée, qui a fait que les x du numérateur se sont simplifiés avec 1 des x du dénominateur. Du coup, je pars là-dessus. Et je me dis, pour simplifier, il faut que le x soit en facteur. Je n'ai pas le droit, comme ça, de simplifier un x s'il n'est pas en facteur de tout le monde. Donc, je commence par mettre x en facteur. Ça me donne x facteur de... Là, il y avait une fois x. Et ici, il y a moins 2 ln de x fois le x. Donc, moins 2 ln de x, voilà, fois x que j'ai pris et que j'ai mis en facteur. Le tout divisé par x à la puissance 4. Maintenant, je vais pouvoir simplifier le x qui est au numérateur ici avec 1 des x du dénominateur. Alors, je vais décaler mon tableau pour avoir un petit peu plus de place. Et donc, je simplifie ce x-là avec 1 des x du dénominateur. Ça va me donner du coup 1 moins 2 fois ln de x sur x au cube. Donc, h' de x est égal à 1 moins 2 ln de x sur x au cube. Et il se trouve que c'est ce qu'on me demandait, 1 moins 2 ln de x sur x au cube. On passe à la question 3. Alors, la question 3, c'est en déduire les variations de la fonction h sur l'intervalle 0 plus l'infini. Alors, pour trouver les variations d'une fonction, dans notre tête, c'est signe de la dérivée. Donc, je réécris l'expression de la dérivée que j'ai calculée juste avant et je vais tenter d'étudier le signe de cette dérivée. Pour étudier le signe d'une fonction, que ce soit une dérivée ou autre, si jamais j'ai l'expression, je vais observer l'opération principale. L'opération principale ici, c'est la division. Lorsque l'opération principale est une division, ça me permet de faire un tableau de signes qui va contenir plusieurs lignes. Donc une ligne pour le numérateur, une ligne pour le dénominateur. Attention, le numérateur est à prendre d'un bloc. L'opération qu'il y a au numérateur, l'opération principale, c'est une soustraction. Vous ne pouvez pas séparer dans deux lignes différentes le 1 et le 2 ln de x. Il se prend d'un bloc, je répète, car l'opération principale est une soustraction. Si ça avait été une addition, ça aurait été pareil. Un bloc, une ligne pour 1 moins 2 ln de x. Ils ne sont pas séparables. Ils n'auraient été séparables que si l'opération principale avait été une multiplication. Donc ici, c'est tout d'un bloc. Je construis mon tableau de signes. Voilà la construction ici de mon tableau de signes. Alors, je dois mettre une double barre au niveau de 0 puisque la fonction h n'est pas définie en 0. Ensuite, je vais étudier le signe donc de 1 moins 2 ln de x, le signe de x au cube, et j'en déduirai le signe de h'. Pour le signe de 1 moins 2 ln de x, ici, comme j'ai une soustraction et donc que le signe n'est pas du tout évident, je dois absolument résoudre une inéquation. Donc je vais le faire sur le côté et je vais m'interroger à savoir quand est-ce que 1 moins 2 ln de x est strictement positif, par exemple, c'est-à-dire que je cherche en fait dans cette ligne où est-ce que je vais mettre le plus, puisque le plus se met là où 1 moins 2 ln de x est positif. Donc moi, c'est ce que je cherche. Cette inéquation, elle est équivalente à dire que 1 doit être supérieur à 2 ln de x. J'isole ln de x, c'est donc équivalent à dire que ln de x est plus petit que 1,5. Pour essayer ici de ressortir le x du logarithme népérien, je vais appliquer la fonction exponentielle des deux côtés de mon inégalité. J'obtiens donc exponentielle de 1,5 strictement plus grand que exponentielle de ln de x. Lorsque vous appliquez la fonction exponentielle, pour justifier que vous conservez l'ordre, il faut dire car exponentielle
est strictement croissante, c'est un peu long à écrire, mais bon, sur R. Voilà. Ça justifie que deux nombres rangés dans un certain ordre ont des images rangées exactement dans le même ordre. Et inversement. Deux images rangées dans un certain ordre provenaient d'antécédents rangés dans le même ordre. Donc, ça me donne exponentielle de 1/2 strictement plus grand que exponentielle de ln de x, c'est tout simplement x. On a donc trouvé que 1 moins 2 ln de x, cette expression-là, serait strictement positive. Donc, je mettrai un signe plus dans sa ligne quand les x sont en dessous de exponentielle de 1/2. Donc, exponentielle de 1/2, je vais le placer ici dans mon tableau. Je sais qu'en exponentielle de 1/2, ça va donner 0, parce qu'en fait, si j'avais résolu ici avec un égal, ça aurait donné exactement la même chose avec des égales. Donc j'aurais trouvé que c'était égal à 0 quand x était égal à exponentielle de 1/2. Ensuite, je vais mettre un signe plus quand x est en dessous de exponentielle de 1/2. Donc signe plus ici, ce qui sous-entend que le reste du temps, ce sera un signe moins. Ensuite, pour x au cube, eh bien, x au cube, quand vous prenez un nombre qui est sur 0 plus l'infini ouvert en 0, vous prenez donc un nombre positif. Quand vous mettez un nombre positif au cube, le résultat est positif. On peut donc trouver le signe de h'. Si x appartient à 0 exponentielle de 1/2, le numérateur est positif, le dénominateur est positif, la fraction est donc positive. Quand x vaut exponentielle de 1/2, le numérateur vaut 0, le dénominateur est positif, donc 0 divisé par quelque chose de positif, le résultat c'est 0. Et quand x appartient à exponentielle de 1/2 plus l'infini, eh bien, vous avez 1 moins 2 ln de x, le numérateur qui est négatif, le dénominateur qui est positif, le quotient des deux est donc négatif. Donc la dérivée est positive puis négative, ce qui veut dire que... Alors là, on nous demandait le sens de variation et non pas le tableau de variation. Mais je vais faire le tableau de variation parce qu'en fait, je vais pouvoir le faire quasiment au complet. Donc je vais mettre les variations de h. Lorsque la dérivée est strictement positive, c'est que la fonction est strictement croissante. Lorsque la dérivée est strictement négative, c'est que la fonction est strictement décroissante. J'avais déjà calculé les limites. J'avais trouvé moins l'infini ici, de mémoire, et j'avais trouvé 1 en plus l'infini. Pour que le tableau soit complet, il me reste juste à calculer l'image de exponentielle de 1/2. Alors, normalement, vous la calculez en dessous du tableau. Moi, je vais effacer là et je vais la calculer là. Ça, il faut absolument que ça apparaisse sur votre copie. Ça nous donne donc h de exponentielle de 1/2. Alors, tombez pas dans le piège de reprendre cette expression. Cette expression, c'est celle de la dérivée. Alors, nous, ici, on est dans la ligne de h, donc c'est vraiment l'expression de la fonction h qu'il faut reprendre. L'expression de la fonction h, elle est donnée là. C'est 1 plus ln de x sur x au carré. Donc, ça donne 1 plus ln de x, donc ça devient ln de exponentielle de 1/2 sur x au carré, ça devient exponentielle de 1/2 mis au carré. Ce qui donne 1 plus ln d'exponentielle de 1/2. Le ln et l'exponentielle se neutralisent, ça donne donc 1/2 divisé par exponentielle de 1/2 au carré, ça fait exponentielle de 1/2 fois 2, puisqu'ici on multiplie les puissances, et 1/2 fois 2, ça fait 1. Donc en fait, ça donne tout simplement exponentielle de 1, c'est-à-dire e. Finalement, ça donne 1 plus 1/2 qui est divisé par e, mais divisé par e, ça revient à multiplier par l'inverse de e, donc ça revient à multiplier par 1 sur e. Ça donne donc 1 plus 1 sur 2 fois e. Donc finalement, ici, notre maximum, c'est 1 plus 1 sur 2 fois e. Voilà pour le tableau de variation de la fonction h. Cela nous amène à la question 4, qui est montré que l'équation h de x égale 0 admet une solution unique alpha appartenant à 0 plus l'infini, et on nous demande de vérifier que alpha est compris entre 1/2 et 1. Alors quand on lit la question, on pense directement au théorème des valeurs intermédiaires ou au théorème de la bijection, qui nous donne l'existence d'une solution unique, mais qui ne nous dit pas qui elle est. Donc c'est exactement ce genre de question-là qu'on a dans ces cas-là.
Alors on a besoin de quoi pour appliquer ces théorèmes? On a besoin d'avoir un tableau de variation. Donc je reprends la question d'avant, je vais tout effacer et je ne vais garder que le tableau de variation pour raisonner dessus. Alors voilà, j'ai recopié le tableau de variation, je l'ai fait un petit peu plus gros. Et donc on va se demander pourquoi est-ce que l'équation h de x égale 0 admet une unique solution sur 0 plus l'infini. Donc en fait, je cherche un éventuel x qui aurait comme image 0. Donc je vais observer mon tableau de variation ici et je vais observer la ligne des images. Donc c'est cette ligne-là. Donc les images, eh bien, partent de moins l'infini, donc bien sûr qui n'est pas un nombre, mais c'est imagé, tout ça. Elles augmentent jusqu'à 1 plus 1 sur 2e. Donc les images au départ sont négatives et elles finissent par avoir un maximum de 1 plus 1 sur 2e. Alors on pourrait calculer ce que ça vaut, mais en tout cas c'est la somme de deux nombres positifs. Donc ça c'est un nombre positif. Donc les images étaient négatives, elles finissent par être positives. Donc visiblement ici, eh bien il va y avoir un moment où l'image vaut 0, et ce moment, du coup, on va dire que c'était lorsque x était égal à alpha. Donc on va appeler alpha son antécédent. Ensuite, ici, sur exponentielle de 1,5 plus l'infini, on se rend compte que les images diminuent, et ici, qu'elles tendent vers 1. 1 est donc un minorant de la fonction h sur l'intervalle exponentielle de 1,5 plus l'infini. Et si 1 est un minorant, ça veut dire qu'il n'y a pas d'image en dessous de 1. Et ça veut dire qu'il n'y aura pas d'image égale à 0. Donc sur l'intervalle exponentielle de 1,5 plus l'infini, eh bien l'équation hx égale 0 n'aura pas de solution. Donc au final, il y en aura bien une unique solution sur l'intervalle 0 exponentielle de 1,5, mais mieux que ça, sur l'intervalle 0 plus l'infini. On rédige tout ça proprement. Alors, on va d'abord raisonner sur 0 exponentielle de 1,5. On a h est continu sur 0 exponentielle de 1,5. Alors, je mets l'intervalle derrière parce qu'on aime bien quand les mots continus, croissantes, décroissantes, sont suivis d'un intervalle pour bien préciser. Donc, même si c'est déjà dit avant, je préfère le remettre pour faire plaisir vraiment au correcteur. Ici, si je dois justifier qu'elle est continue, je vais dire car h est dérivable sur cet intervalle. C'était dit dans l'énoncé. Ensuite, il me faut un autre argument. H est strictement croissante sur l'intervalle. Donc strictement croissante, ça va me servir à dire qu'il n'y a qu'une seule solution, qu'elle va pas, les images ne vont pas rediminuer pour donner un autre antécédent à 0. Et enfin, je vais dire que 0, eh bien, en fait, se trouve sur l'intervalle moins l'infini, 1 plus 1 sur 2e. Et que donc 0 est bien une valeur intermédiaire, donc entre les nombres négatifs et la valeur positive qui est à la fin, enfin à la borne de l'intervalle exponentielle de 1,5. Alors la limite de h de x quand x tend vers 0 par des valeurs positives, c'est moins l'infini, on l'a démontré avant. L'image exponentielle de 1,5, c'est 1 plus 1 sur 2e. On a déjà dit que ça allait être positif parce que c'est la somme de deux nombres positifs. Si vous voulez mettre une valeur arrondie de ce nombre pour bien voir qu'il n'est pas négatif, vous pouvez également. Or, 0 appartient à moins l'infini, 1 plus 1 sur 2e. Donc 0 va bien se situer sur la flèche ici. Donc, d'après le théorème de la bijection, vous pouvez dire aussi d'après le théorème des valeurs intermédiaires, vous pouvez aussi dire d'après le corollaire du théorème de la bijection, puisqu'il y en a quand ils utilisent avec la limite, ils disent que du coup c'est un corollaire, c'est-à-dire un cousin du théorème. H de x égale 0 admet une unique solution sur 0 exponentielle de 1,5. Voilà. Cette solution, on peut l'appeler alpha. Maintenant, je vais justifier qu'il n'y a pas de solution sur l'intervalle exponentielle de 1,5 plus l'infini. Donc j'efface, donc vous, il faudrait écrire en dessous. Donc sur exponentielle de 1,5 plus l'infini. Alors au passage, exponentielle de 1,5, si je ne voulais pas m'embêter à l'écrire à chaque fois avec une puissance, vous savez qu'un nombre à la puissance 1,5, eh bien finalement, ça nous donne la racine carrée de ce nombre. Je pourrais très bien l'écrire racine de e, vous pouvez l'écrire racine de e à chaque fois que vous le voyez. Du coup, eh bien, je vais dire tout simplement, donc là, pas de théorème de la bijection, théorème des valeurs intermédiaires ou quoi, on va simplement dire que
d'après le tableau de variation, h est minoré par 1. Qui dit minoré par 1, il n'y a pas de fonction continue ou quoi que ce soit. Si elle est minorée par 1, ça veut dire que les images ne descendent pas en dessous de 1. Il n'y a pas d'image inférieure à 1. Donc pas d'histoire de continuité, de stricte décroissance, etc. Donc on va dire sur E 1,5 plus l'infini, eh bien h est minoré par 1. Donc si on l'écrit, ça donne h est minoré par 1 sur exponentielle de 1,5 plus l'infini. Donc forcément, l'équation h de x égale 0 n'a pas de solution sur cet intervalle, puisqu'il n'y a aucun x qui va avoir une image égale à 0, puisque les images ne sont jamais inférieures à 1. Alors au passage, ici on dit minoré, parce que 1, c'est une limite. 1 n'est pas forcément atteint, on n'en sait rien, il y a de grandes chances pour que ça ne soit pas atteint. Donc ici, ce n'est pas l'image de quelqu'un, 1. Donc ce n'est pas un minimum, 1. C'est simplement un minorant. C'est la différence entre un minorant et un minimum, c'est qu'un minorant n'est pas forcément atteint, contrairement à un minimum qui obligatoirement doit être atteint. Donc ici, minorant, attention, pas minimum. Donc, on peut conclure, si on regroupe ce qu'on vient de dire sur cet intervalle et ce qu'on a dit juste avant sur l'intervalle 0 exponentielle de 1,5, que sur 0 plus l'infini, eh bien h de x égale 0 admet une unique solution, qu'on a pu appeler alpha. Alors, je vous rappelle que la question n'est pas finie, puisqu'il fallait vérifier que alpha était entre 1,5 et 1. Donc, on me demande dans cette question 4 de vérifier que alpha est entre 1,5 et 1. Alors, pour vérifier ça, eh bien, tout simplement, je vais calculer l'image de 1,5, je vais calculer l'image de 1, et si je m'aperçois que l'image de 1,5 est négative et que l'image de 1 est positive, ça veut dire que alpha, celui qui avait comme image 0, se situe bien entre 1,5 et 1, puisque je serais passé d'une image négative à une image positive, je serais donc passé par 0. Alors, pour ce faire, j'efface ici, donc vous c'est à la suite encore une fois, et je vais calculer l'image de 1,5 et l'image de 1. Alors, pour l'image de 1,5, je reprends l'expression de h et je remplace x par 1,5. L'expression de h, je vous rappelle, c'est 1 plus ln de x sur x au carré. Je remplace x par 1,5, ça va donc me donner 1 plus, donc normalement c'est ln de x sur x au carré, donc ça va faire ln de 1,5 sur 1,5 au carré. Alors ça, une simple valeur approchée va nous suffire, puisqu'on veut juste savoir si c'est négatif ou si c'est positif. Donc si on le tape à la calculatrice, on va se rendre compte que ça vaut environ moins 1,77. Ça me suffit à justifier que du coup 1,5 se trouve avant le nombre alpha. Ensuite, je vais calculer l'image de 1, ou plutôt une valeur arrondie de l'image de 1. Alors on va voir si on arrive à calculer une valeur exacte. Je remplace par 1 les x dans l'expression de h. Donc ça fait ln de 1 sur 1 au carré, ce qui vaut 1 plus, et donc ici, ln de 1 vaut 0. Donc ça veut dire que ça va donner 0 sur 1, donc 0. Donc ça vaut 1. Donc finalement, ici, on est en 1. Donc on a bien alpha qui est compris entre 1,5 et 1. Alors comment on justifie ça? Et on va dire la chose suivante. On va dire donc, on va dire or 0 est entre h de 1,5 et h de 1. Donc, h étant strictement croissante sur, pas besoin d'aller plus loin que cet intervalle, 1,5, 1. Eh bien, on peut dire que finalement, les antécédents sont rangés dans le même ordre. Donc 1,5 est plus petit que alpha
qui est plus petit que 1. On a bien vérifié que alpha était entre 1,5 et 1. La question suivante, c'est la question 5 qui nous demande de déterminer le signe de h de x pour x appartenant à 0 plus l'infini. Alors le mieux pour cette question 5, c'est de recopier à nouveau le tableau de variation et de le lire. Ici, on voit que les images étaient négatives, puis en alpha, l'image vaut 0, et ensuite, à partir de alpha, les images ne valent plus 0, et elles sont toujours positives. Donc finalement, on peut enchaîner ce tableau de variation. Donc vous le recopiez, tant pis, hein, ça nous prend un peu de temps, mais ce n'est pas bien grave. Et donc on peut compléter avec le signe de h, le signe de h de x, comme vous voulez. Ici, alpha, il était là parce que tout simplement h vaut 0 en alpha. Et ensuite, là, les images étaient négatives. Et après, les images restent toujours positives. Voilà pour le signe de h de x, quand x est sur 0 plus l'infini. On peut passer à la partie 2. Dans la partie 2, on désigne par f1 et f2 les fonctions définies sur 0 plus l'infini par l'expression qui est là et l'expression qui est là. On note C1 et C2 les représentations graphiques respectives de f1 et f2. Donc C1, c'est la courbe de f1, C2, c'est la courbe de f2 dans un repère OIJ. Montrer que pour tout nombre réel x appartenant à 0 plus l'infini, on a la différence entre f1 de x et f2 de x qui vaut en fait la fonction h qui avait pour expression ce qu'on avait en début d'exercice. Donc on va calculer la différence f1 de x moins f2 de x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Donc pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f1 de x moins f2 de x. On recopie. F1, si je regarde l'énoncé, c'est x moins 1 moins ln de x sur x au carré, et je dois retirer f2 de x, et si je regarde l'énoncé, je mets bien des parenthèses pour ne pas me tromper dans les signes, f2 de x, c'est x moins 2 moins 2 ln de x sur x au carré. Alors, je vais commencer par essayer de retirer mes parenthèses, donc ça donne x moins 1 moins ln de x sur x au carré, moins x plus 2 plus 2 ln de x sur x au carré. Il y a pas mal de choses qui s'annulent. Enfin, pas mal de choses, non, pas tant que ça, mais il y a les x ici qui vont s'annuler. Donc, qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester 2 moins 1, ce qui vaut 1. Et là, ici, j'ai moins ln de x sur x au carré. Et là, j'ai plus 2 ln de x sur x au carré. Alors là, vous pouvez le voir comme ça, regardez. 2 ln de x sur x au carré, c'est pareil que 2 fois ln de x sur x au carré. Et là, ça vous paraîtra peut-être plus évident. Ça vous fait donc 2 ln de x sur x, à qui on retire ln de x sur x. Donc là, il y en avait 2, on en retire 1. Il n'en reste plus qu'un, donc ça donne plus ln de x sur x. Vous n'avez peut-être pas fait comme ça, peut-être que vous aviez gardé avec le 2 au numérateur, donc je vous fais le calcul dans ce cas-là. Vous auriez fait moins ln de x sur x au carré, plus 2 ln de x sur x au carré. Dans ce cas-là, vous auriez mis tout au même dénominateur x au carré. Ça aurait donné moins ln de x plus 2 ln de x. Et donc 2 ln de x moins ln de x, ça fait plus que 1 ln de x. Vous auriez retrouvé ln de x sur x au carré, bien sûr. Petit oubli du carré. Voilà. Donc finalement, on a la différence qui vaut cette expression-là, 1 plus ln de x sur x au carré. Alors, on voulait montrer que cette différence était égale à h de x. Donc, je reprends h de x, c'était 1 plus ln de x sur x au carré. Donc, c'est bon, je suis bien arrivé ici à h de x, donc égale h de x. Donc, j'ai bien que f1 de x moins f2 de x est en fait égal à h de x pour tout x appartenant à 0 plus l'infini. Et je viens donc de finir la question 1 de cette partie 2. Dernière question de cet exercice.
On me demande de déduire des résultats de la partie 1, la position relative des courbes C1 et C2, et on justifiera que leur unique point d'intersection a pour coordonnées alpha, alpha. On rappelle que alpha, c'était l'unique solution de l'équation h de x égale 0. Alors, déjà, petit point sur la question. On vous parle de position relative des courbes. La position relative de deux courbes, c'est dire qui de C1 ou de C2 est au-dessus de l'autre. Donc on veut savoir si C1 est au-dessus de C2 ou si c'est C2 qui est au-dessus de C1. Pour étudier la position relative de deux courbes, en fait, on fait la différence entre les images de la première fonction et les images de la deuxième. Si cette différence est positive, ça veut dire que la première fonction donne des images plus grandes que celles qu'on lui a retirées. Donc ça veut dire que la courbe de la première est au-dessus de la courbe de la deuxième. Si par contre, le résultat de f1 de x moins f2 de x est négatif, ça veut dire qu'on a retiré plus que ce qu'on avait, ça veut dire que les images par f2 sont plus grandes que les images par f1. Ça veut dire que la courbe représentative de f2, donc C2, est au-dessus de la courbe représentative de f1, c'est-à-dire de C1. Donc en fait, en fonction du signe de f1 de x moins f2 de x, on va savoir qui de la courbe C1 ou C2 est au-dessus de l'autre. Alors, pour rédiger, on commence par rappeler que pour tout x appartenant à 0 plus l'infini, f1 de x moins f2 de x, en fait, c'est h de x. Donc, si je veux le signe de cette différence, eh bien, en fait, je veux le signe de h de x. Le signe de h de x, il a déjà été étudié dans la partie 1. Je vous rappelle qu'on avait trouvé que h de x était négatif sur 0 alpha et positif sur alpha plus l'infini. Donc, ça veut dire que cette différence, elle est négative sur 0 alpha. Ça veut dire que f2 de x est plus grand que f1 de x, puisqu'on a retiré quelque chose plus grand que ce qu'on avait, puisque la soustraction a gagné. Donc ici, sur 0 alpha, eh bien C2 est au-dessus de C1. Donc je répète pourquoi. h de x est négatif sur 0 alpha. Ça veut dire que la différence entre f1 de x et f2 de x est négative. C'est-à-dire que les images de f2 sont plus grandes que les images par f1. Donc, ça veut dire que la courbe représentative de f2 est au-dessus de la courbe représentative de f1. Et sur alpha plus l'infini, et bien sur alpha plus l'infini, bien c'est le contraire. C'est-à-dire que vous avez la différence h de x qui est positive, ce qui veut dire que les nombres f1 de x sont plus grands que les nombres f2 de x. Ça veut dire que les images par la fonction f1 sont plus grandes que les images par la fonction f2, ce qui veut dire que la courbe représentative de f1, c'est-à-dire C1, est au-dessus de C2. Alors, quand on dit par exemple que C1 est au-dessus de C2, vous auriez pu écrire que C2 était en dessous de C1. Ça marche aussi. Voilà pour la position relative de ces deux courbes. On nous demandait quand même, on nous disait, on justifiera que leur unique point d'intersection a pour coordonnées alpha, alpha. Alors, on justifiera que leur unique point d'intersection a pour coordonnées alpha, alpha. Comment on va faire pour calculer ça? Eh bien, tout simplement, déjà, leur point d'intersection, il se trouve à l'abscisse pour laquelle la différence entre les deux expressions ici vaut 0. Puisque, qui dit point d'intersection, dit qu'à cet endroit-là, les deux fonctions donnent la même image. Puisque qu'est-ce que c'est que l'intersection de deux courbes? Eh bien, il faut qu'ici, pour le fameux, donc nous, ça va être alpha, eh bien, il faut que par la première fonction et par la deuxième, eh bien, on trouve exactement la même image. Donc, finalement, déjà, c'est en alpha qu'on va avoir le point d'intersection. C'est là où la différence entre les deux images, eh bien, vaut 0. Et donc, il ne nous reste plus qu'à calculer l'image de alpha. Pour calculer l'image de alpha, vous avez le choix. Vous pouvez choisir d'utiliser F1 ou vous pouvez choisir d'utiliser F2, puisque de toute façon, les deux doivent nous donner le même résultat, puisque ça va être l'ordonnée du point d'intersection. Alors, je peux déjà justifier que le point d'intersection de C1 et C2 a pour abscisse alpha, parce qu'en fait, quand on fait la différence entre F1 de alpha et F2 de alpha, eh bien, ça vaut H de alpha. Mais H de alpha, on a dit que ça valait 0. Donc, la différence entre F1 de alpha et F2 de alpha vaut 0, ce qui veut bien dire que F1 de alpha est égal à F2 de 0. Donc, maintenant, pour calculer l'ordonnée de ce point d'intersection, il suffit que je calcule, par exemple, F1 de alpha.
Alors, pour calculer f1 de alpha, je reprends l'expression de f1, donc x moins 1 moins ln de x sur x au carré. Donc, je remplace les x par des alpha, ça donne donc alpha moins 1 moins ln de alpha sur alpha au carré. Alors, le souci qu'on va rencontrer, c'est que ln de alpha, ici, eh bien, je ne vais pas pouvoir m'en débarrasser. Le but, je vous rappelle, hein, c'est de prouver qu'à la fin, ça donne alpha, puisqu'on nous a demandé de montrer que l'ordonnée de ce point d'intersection, ce serait alpha. Donc maintenant, mon souci, ça va être de prouver que l'ordonnée qui vaut f1 de alpha vaut alpha. Bon, le problème, c'est que ln de alpha, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Bon, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais alpha, je sais que ça a annulé h de alpha. Donc ici, je peux dire or h de alpha égale 0, ce qui est équivalent à dire quoi? H de alpha, je vous rappelle que c'était 1 plus ln de alpha sur alpha au carré. Donc ça vaut 0. Alors comment je sais que c'est ça? J'ai repris l'expression de h du début d'exercice. L'expression de h, c'est 1 plus ln de x sur x au carré. Donc si je remplace les x par des alpha, ça fait 1 plus ln de alpha sur alpha carré. Donc ça veut dire que 1 plus ln de alpha sur alpha carré est égal à 0. Donc finalement, c'est équivalent à dire que ln de alpha sur alpha au carré est égal à moins 1. Donc ça veut dire finalement que cette partie ici, ln de alpha sur alpha au carré, vaut en fait moins 1. Donc, je peux reprendre le calcul qui est là. f1 de alpha est égal à alpha moins 1 moins, et donc ça on le remplace par moins 1, ce qui va nous donner alpha moins 1 plus 1, ce qui vaut alpha. On a donc prouvé que l'ordonnée du point d'intersection était égale à alpha. Donc, le point d'intersection de C1 et C2 a pour coordonnées alpha, alpha. Voilà, on a fini. J'espère que vous avez tout compris correctement. C'est un exercice qui n'est pas simple, surtout la fin avec le h de alpha, mais vraiment c'est un exercice type. Il faut savoir le faire quand vous arrivez à votre épreuve de baccalauréat. Vous avez d'autres sujets pour vous entraîner, il y en a pas mal sur le logarithme népérien. Je vous encourage à les faire très rapidement. À bientôt.